termes de connaissances, en termes de pouvoir économique, si elle s'investissait dans des projets de grande envergure, quand on dit 142 milliards de dollars, si cette diaspora investissait 10%, pour ne pas dire 5% de ce montant en Haïti, on verrait une différence. Sophie Malibaud. Et on parlait de la condition des femmes, et ce que les études ont montré, c'est que dans le chaos du séisme, il y a eu beaucoup de violences faites aux femmes, il y a eu des viols, il y a eu des grossesses non désirées, etc. Et il y a quelque chose dans la Constitution en Haïti qui empêche l'avortement. Est-ce que ce genre de dossier sensible, vous pourriez y toucher? Parce qu'il y a des avortements clandestins qui se pratiquent dans des conditions exécrables. Certainement. Le dossier est sensible, mais il y a plusieurs façons de l'aborder. Faire un recensement en Haïti, c'est difficile. Donc vous dire qu'on pourrait même savoir où se fait un avortement, ça peut aussi être difficile. Par contre, quand on a vu l'état des camps, quand on a compris que ces camps étaient aussi des refuges pour des bandits, pour des gens qui s'adonnaient à violer des femmes, on s'est défait de ces camps. On s'est arrangé pour construire certaines maisons, on s'est arrangé pour réaménager celles qui étaient pas détruites, mais endommagées. Vous savez, et on a loué des espaces pour des gens pour faire en sorte que ces camps n'existent plus. Donc on a traité le problème en amont. Vous savez, on a... Mais l'avortement reste une question taboue? Pour moi, c'est une question de choix. Personnel? Choix personnel. Mais c'est interdit par la Constitution. C'est interdit dans la loi. C'est interdit par la loi. Il faut changer la loi. Je vous parle de moi. Est-ce qu'il faut changer la loi, Monsieur le Président? Bon, ça dépend des parlementaires. On pourrait proposer un argumentaire. Je vous dis que pour moi, c'est une question de choix. Donc vous ne tranchez pas cette question? Je ne tranche pas. Mais il y a des femmes... Pour l'instant, les femmes se font avorter après un viol. Je suis pour la vie. Mais la femme... Parce que vous savez, des fois, quand je parle aux mères, celles qui vivent dans des conditions les plus inhumaines, je vois une femme pauvre qui me dit qu'elle a 18 enfants. Là, je pense que c'est se tuer. C'est se donner une balle dans la tête, se tirer une balle au pied. Parce que pas ça, la contraception. Quand on n'a pas un sou, et qu'on se permette d'avoir 18 enfants, c'est cultiver la pauvreté, c'est créer la misère. C'est sans doute pas son choix d'avoir 18 enfants, et les femmes violées, c'est certainement pas leur choix. Non, là, 18 enfants, c'est pas 18 viols. On ne parle pas de 18 viols, mais il y a le viol, et puis il y a d'autres pratiques qui font que... Le viol n'existe pas. Ce sont des caractères particuliers. Mais il est condamné, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'une mère qui a 18 enfants n'est pas violée 18 fois. Non. Et peut-être même pas une fois. Parce que mais a-t-elle accès à la contraception? A-t-elle accès à un environnement d'information? Certainement. Peut-être moins d'information que contraception. Parce qu'il y a des programmes de planning familial justement pour accompagner les jeunes et les femmes. Vous devez comprendre que c'est pour ça qu'on veut relever le niveau économique en Haïti. Parce que c'est une question de prise de responsabilité, de prise de conscience. Certains parents admettent que leur jeune fille de 16 ans couche avec, un exemple, un membre des forces onusiennes. Pourquoi? Parce que c'est une question d'argent. Pourquoi vous choisissez l'exemple d'un membre des forces onusiennes? Il y a déjà beaucoup de griefs contre l'ONU. Non, c'est un exemple que je prends. La raison, c'est que quand on voit un agent de cette force, on pense qu'il a de l'argent américain, il a plus de moyens, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est pas que je suis un de ceux qui supportent cette force pour ce qu'elle a fait pour Haïti. En 2004, on était dans le chaos, et c'est à l'arrivée de cette force qu'on a pu rétablir la paix. Et c'est pour ça que je demande un retrait programmé de la MINUSTAH, par contre la chasse du pays. J'apprécie le travail qui est fait, je le dis haut et fort à ma population et à la MINUSTAH. Et un retrait programmé, dans quel délai, Monsieur le Président? Pendant combien de temps encore les casques bleus resteront en Haïti? Ils avaient prévu de commencer en juin 2015 et de finir d'ici fin 2016, si je ne me trompe. Mais certainement, il y aura peut-être quand même certains groupuscules qui resteront, des petits groupes qui resteront pour regarder, gérer, s'assurer que ça soit bon. Mais en gros, les forces militaires, les forces de police s'en iront. Michel Martelly, merci d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui. Vous n'étiez pas, vous le dites vous-même,
destiné à devenir président. Vous dites j'étais chanteur, etc. Le jour où vous quittez le pouvoir, un jour ça arrivera, qu'est-ce que vous voulez avoir changé en Haïti? Qu'est-ce qui devra avoir changé? Qu'on dise la marque de Martelly, c'est d'avoir fait ça. C'est quoi le ça? Bon, d'abord, changer de cap avec Haïti. Haïti n'allait nulle part, on s'enfonçait dans un trou. Changer de cap, c'est ensuite changer de cap. Non, déjà les sports, c'est beaucoup. Rétablir la confiance entre les partenaires et Haïti, c'est beaucoup. Rétablir la confiance entre la population et l'État, c'est beaucoup. L'école gratuite pour les enfants, c'est beaucoup. Le tourisme, avoir pu faire revivre ce secteur, c'est beaucoup. Donc, beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire, mais je crois déjà en 3 ans avoir beaucoup fait. Après, peut-être que je me donnerai à la musique, qui sait. Alors, vous retournerez dans ce cas à la musique. Merci Michel Martelly, président d'Haïti, d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup à faire, si vous pouvez dire vous-même. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre invité dans International. Merci.